nous sommes ici, sachez-le, ouverts au public. Vous avez toutes les caméras qui prennent. Bon, nous avons été désignés par la commission des lois afin de rendre un rapport sur la révision des condamnations pénales, des décisions pénales. C'est une première, car nous sommes deux, rapporteurs, co-rapporteurs, un député de la majorité, un député de l'opposition. Nous rendrons nos conclusions à la commission au plus tard au début du mois de décembre pour voir si nous avons la possibilité de modifier la loi ou pas ensuite. Donc nous sommes dans la phase, nous écoutons beaucoup, nous prenons toutes les suggestions, nous savons tous les travaux que vous avez faits en particulier sur la procédure de réexamen. Nous avons reçu tout à l'heure d'ailleurs le président de la commission de réexamen, qui, je vous le dis, estime qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Voilà. Mais globalement, nous sommes à l'écoute de toutes les propositions qui sont susceptibles d'être faites. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pendant un exposé de 1 minute, un quart d'heure, si vous voulez. Ensuite de ça, nous vous poserons des questions. Et puis, puisque vous avez beaucoup réfléchi, n'hésitez pas à nous adresser, en plus de la thèse que je sais que vous avez déjà fait parvenir à notre commission, des propositions sur ce que vous estimez devoir être modifié sur le plan législatif dans les mois à venir. Je vous remercie. C'est parfait, je suis tout à fait à l'écoute. Messieurs les rapporteurs, tout d'abord, je tiens énormément à vous remercier pour cette invitation, parce que je suis très honorée. Quand on réfléchit pendant 6 ans sur un sujet comme celui-là, parce que j'ai commencé quand j'étais à l'école à magistrature, forcément, on a envie d'exposer un peu ses idées, et spécialement, enfin, tout particulièrement en ce lieu, c'est assez intéressant, et j'en suis très heureuse. Donc vraiment, je tiens à vous remercier. Donc j'ai rédigé une thèse. Oui ? Oui, pardon. Ah, pardon. Donc j'ai rédigé une thèse sous la direction de Madame Lazerge, elle sera prochainement publiée, qui s'intitule la réouverture des décisions, enfin des procédures juridictionnelles consécutives à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'éclairage français. Donc j'ai étudié les aspects européens et bien sûr l'aspect français. Je vous l'ai envoyé, je peux bien sûr vous envoyer d'autres documents. Donc je vais faire ça avec Madame Marchand. Pour les besoins de ce travail de recherche, j'ai analysé donc la procédure française de réexamen et surtout la pratique de la commission de réexamen, que je trouvais particulièrement pertinente et intéressante. Alors cette procédure de réexamen, c'était la réponse qu'avait apportée la France à une demande européenne qui devenait particulièrement pressante dans le cadre du scandale suscité par l'affaire Accart. Et il s'agit en fait d'un instrument pas banal, de mise en conformité des décisions juridictionnelles internes avec les décisions européennes. Et en fait, pour être simple, il s'agit en fait de changer concrètement le sort du condamné, puisque jusque-là, les arrêts européens avaient un effet de halo. Il permettait de changer une pratique administrative, une pratique judiciaire, mais pas tellement le sort concret du condamné. Donc le but est différent et parfaitement légitime. Et donc cet instrument vise à assurer la restitutio in integrum, donc la meilleure des réparations possibles, pour le requérant qui est considéré comme une partie lésée par le juge européen. Donc la France l'a mise en place à la faveur d'un amendement qu'avait déposé le député Jack Land un peu tardivement. Donc un article autonome a été inclus dans la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Au départ, ce qui était imaginé, c'était un nouveau cas de révision. Et puis, l'amendement a été retravaillé et la procédure de réexamen à la française fait l'objet vraiment d'un titre autonome dans le code de procédure. Et à mon avis, c'est pour le mieux, même s'il existe vraiment une porosité entre les deux, entre le recours en révision et le recours en réexamen, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un certain nombre de constats, puisque les enseignements de l'étude concrète des décisions témoignent du fait que les choses ne se passent pas tout à fait comme on peut l'imaginer de prime abord.
Et je vais m'abstenir par contre de faire des propositions sur la procédure de révision, puisque je l'ai étudiée que par point de comparaison, donc de manière succincte, au cours de mon travail de recherche. Et donc dans une deuxième partie, j'évoquerai bien évidemment les quelques pistes de propositions. Pour le détail, elles sont exposées pleinement dans ma thèse. Alors les résultats donc, de la procédure française de réexamen ne sont pas vraiment ce que l'on croit, puisque dans le cheminement chronologique, le requérant d'abord doit épuiser les voies de recours internes, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, ensuite il saisit la commission de réexamen, et si tout se passe bien pour lui, donc si la décision est favorable au réexamen, il y a ensuite réouverture du procès. Alors le premier constat concerne les requêtes en réexamen. Au niveau quantitatif et au niveau de la tendance, on peut voir qu'au départ, ce qui était craint, c'était un engouement des condamnés qui aurait conduit à une ouverture, enfin à un nombre de saisines assez massif de la commission de réexamen. Et en réalité, en 13 ans d'exercice, il n'y a eu que 55 requêtes. Donc c'est relativement peu. Au départ, dans les premières années d'existence de la commission, il y en avait 7-8 par an. Et la tendance a été vraiment à la baisse, puisqu'aujourd'hui, c'est une, deux, aucune en 2010. Alors même si ponctuellement, il peut y avoir, s'il y a une inflexion de la jurisprudence et donc des arrêts un peu sériels, on peut imaginer davantage de saisines. Mais la tendance que j'observe est plutôt à la baisse. Au niveau de la nature des condamnations dont il est demandé le réexamen, on pouvait aussi imaginer que ce seraient des condamnations pénales d'envergure avec de la réclusion criminelle. En fait, pas du tout. Il y a énormément de décisions qui concernent des condamnations contraventionnelles et délictuelles, non assorties de peine de prison, voire même des dispenses de peine ou des peines d'amende. Voilà. Au niveau des types de violations, donc là, c'est plus classique. Il s'agit essentiellement des garanties du procès équitable. Mais il y a aussi quelquefois des saisines sur des violations du fond du texte conventionnel, comme l'article 7 sur la légalité, l'élément légal des infractions, l'article 10 sur la liberté d'expression et d'autres. Le deuxième grand constat que l'on peut formuler sur la nature des décisions, cette fois rendues par la commission de réexamen, au niveau quantitatif, sur les décisions d'irrecevabilité, j'ai observé qu'il y avait une baisse significative du nombre de décisions d'irrecevabilité. Sur 55 requêtes, il n'y a eu au total que 16 décisions d'irrecevabilité totales. Mais elles sont essentiellement concentrées dans les premières années d'existence de la commission de réexamen, même s'il y en a eu une récemment dans l'affaire Casasola, donc en 2013. Et donc, cela révèle tout simplement des effets d'apprentissage. Ça veut dire que la procédure est de mieux en mieux comprise par les praticiens. Et cela révèle aussi l'importance d'être assisté d'un avocat, car souvent, les décisions d'irrecevabilité, qui sont sans surprise, vraiment, il suffit de lire le texte pour comprendre que ça va être irrecevable. Donc, les requérants ne sont pas assistés d'un avocat, souvent, quand il y a des décisions d'irrecevabilité totale. Alors, les décisions de rejet sont assez faciles à comprendre également, puisqu'il n'y en a eu que 7, et elles sont parfaitement limpides. On voit aussi pourquoi on a rejeté. Souvent, ça peut être à cause du fait que la violation qui est visée, c'est le délai raisonnable, donc c'est l'article 6.1 de la Convention sur le procès équitable. On voit bien qu'il n'y a pas d'utilité à rouvrir pour le délai raisonnable, de rajouter du temps au temps, ça ne sert absolument à rien. Donc il y a eu 7 décisions de rejet qui sont aussi essentiellement concentrées dans les premières années d'existence de la commission de réexamen, puisque la dernière date de 2006, la dernière que j'ai repérée. Alors, le troisième type de décision, c'est les décisions qui font droit à la demande en réexamen. Là, il y en a eu 32, à ma connaissance, donc 3/5. Donc, si on fait un petit comparatif avec le recours en révision, eh bien, c'est absolument énorme. C'est un recours, le recours en réexamen est très ouvert. Et en plus, ces dernières années, j'ai constaté une quasi-automaticité des décisions faisant droit à la demande en réexamen, puisqu'il n'y a presque plus de décision d'irrecevabilité et que la dernière décision de rejet date de 2006. Et donc, j'ai constaté que le réexamen a été accordé, même si le condamné a fait l'objet d'une peine d'amende, même s'il a été amnistié, même s'il y avait une dispense de peine, même dans l'affaire Gisèle Mort, et même si la peine de prison éventuellement
éventuellement qui a sorti la condamnation n'avait pas été mise à exécution ou était assortie d'un sursis. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est paradoxal par rapport à notre tradition sur le recours en révision. Et donc, à mon sens, il y a une tentative de réforme qui est envisagée. Il faut se concentrer sur ce paradoxe-là, qui est la problématique centrale de la procédure française de réexamen. C'est pourquoi y a-t-il aussi peu de saisines de la part des condamnés, qui ont quand même fait l'effort d'aller à Strasbourg, donc ils sont motivés. Et donc, pourquoi y a-t-il aussi peu de saisines si ils ont autant de chances de voir leur procès rouvert ? Et donc, pour finir sur les décisions de la commission en elle-même, ce que je regrette profondément, c'est l'absence de motivation justement de ces décisions de réexamen, qui font droit au réexamen. Alors qu'il y a des points, quand on lit le texte article 626-1, qui permettent pour le juge d'accrocher sa décision. Il y a le lien de causalité entre la violation et les conséquences dommageables du condamné. Il y a la nature et la gravité de la violation des dispositions conventionnelles, puisque toutes les violations n'ont pas le même impact, elles n'ont pas la même gravité. Et il y a aussi le lien avec la satisfaction équitable, donc l'indemnité qui est octroyée par la Cour européenne des droits de l'homme quand elle analyse le cas qui lui est soumis. Donc ces aspérités-là, ces 3 points, pourraient permettre aux juges de la commission de réexamen de motiver leur décision d'acceptation de la demande. Et ce qui me paraît encore plus gênant, c'est l'absence de motivation des décisions de suspension de l'exécution de la peine. À ma connaissance, il y a 5 cas d'affaires où on a suspendu l'exécution de la peine de prison. Ça n'implique pas nécessairement une sortie de prison, puisque dans l'affaire Accart, il avait d'autres peines à purger. Mais ce qui est regrettable, c'est que quand on analyse dans le détail ces décisions de la commission de réexamen qui permettent de suspendre la peine, on a très peu de moyens de voir une jurisprudence établie ou de tirer les conséquences d'un certain régime juridique. Les cas sont vraiment très différents et comme il n'y a pas de motivation, on ne peut pas connaître les raisons profondes qui justifient tel ou tel choix. Récemment, il y a eu l'affaire Agnelet, l'affaire Fromins, sur la non-motivation des verdicts de cour d'assises. C'est un peu plus compliqué que juste la non-motivation des verdicts de cour d'assises. Et les peines sont suspendues et la commission de réexamen ne dit pas pourquoi. Alors que je pense qu'il y a énormément d'interprétations possibles sur ce motif-là. Alors le 3e constat, maintenant, c'est à la fin de la procédure, donc en bout de course, quand on en est à rouvrir le procès. Il y a un distinguo à faire entre la violation quand elle porte sur le fond de la Convention, donc par exemple la protection de la liberté d'expression, et quand cette violation porte sur les règles du procès équitable. Donc dans le premier cas, quand on est sur le fond, j'ai noté qu'il y avait 3 cas qui étaient recevables et qui ont tous les 3 donné satisfaction aux requérants puisqu'ils ont été relaxés. Notamment, pour moi, l'affaire la plus intéressante, c'est l'affaire Mamère parce qu'elle implique beaucoup de choses au plan interne. Mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, parce que pour vouloir mettre en cohérence le droit interne avec le droit européen, on a créé une incohérence interne entre Noël Mamère, qui à un moment donné est relaxé, et les autres co-auteurs, parce que lui il était complice du délit de diffamation, et les autres co-auteurs étaient la Société France 2 et Marc Tessier, donc ceux qui avaient publié les propos, ont continué à être considérés comme coupables. C'est très gênant d'un point de vue de la cohérence de notre droit interne. Donc, il y a récemment une autre affaire, donc celle de Gisèle Mort, où la violation portait sur le fond. Et je n'ai pas connaissance encore de la décision qui sera rendue sur réexamen, mais à mon avis, vu les éléments qui sont accessibles au niveau des motivations, elle sera aussi, je pense, relaxée. Donc cela induit du 100% de succès quand on est sur des violations de fond. Sur les violations des règles du procès équitable, l'essentiel des décisions rendues sont, alors là, à l'inverse, identiques ou
très proche de celles qui étaient attaquées. Donc on a des décisions, des condamnations inconventionnelles qui se reproduisent après des années et des années de procédures. La grande exception, c'est l'affaire Rajdad. Donc il me semble que c'était un dossier de trafic. Lui, il a obtenu une relaxe, mais c'est motivé d'une façon assez particulière aussi. Donc on n'est pas dans quelque chose de très, très différent au niveau de la motivation. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que ce qui motive les condamnés qui vont devant la commission de réexamen, c'est de voir leur innocence reconnue. Et donc on a ce moteur-là, c'est pas seulement de voir une peine diminuer, c'est vraiment, on est sur un contentieux pour eux qui est un contentieux de l'innocence, alors que ce n'est pas du tout l'objet de cette procédure. Et donc l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a un quiproquo en quelque sorte qui s'est niché dans cette procédure française de réexamen, puisque les condamnés qui sont devenus partie lésée quand ils sont allés devant le juge de Strasbourg, ils ont eu donc leur statut de partie lésée qui a été reconnu. Ils reviennent en France fort donc de de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils imaginent que leur sort va être modifié. Ils saisissent la commission de réexamen. Ils sont satisfaits puisqu'ils ont l'opportunité de voir leur procès rouvert. Et à ce moment-là, alors que leurs espoirs sont parfaitement nourris par tout ce cheminement-là, ils ne peuvent que constater que la décision est la même, enfin, dans la plupart des cas. Donc ces espoirs peuvent créer un certain ressentiment et peuvent conduire les condamnés et certains avocats à penser que les magistrats français en fait n'entendent pas les critiques formulées à Strasbourg, qu'ils sont incapables de changer la décision de leurs collègues ou qu'il y ait du corporatisme. Alors là, c'est la praticienne, puisque je suis juge d'instruction par ailleurs, qui parle. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. La Cour européenne et sa jurisprudence sont vraiment rentrées dans nos mœurs judiciaires. Il n'y a pas du tout de volonté de rendre la justice au nom du peuple français et donc d'écarter tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et donc de ne pas être sous l'influence des motivations de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, voilà. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que le fait de réparer un manquement à une disposition conventionnelle, qui relève du droit, donc n'est pas censé nécessairement changer la déclaration de culpabilité en relax ou acquittement ou infléchir significativement le sens de la peine. Mais ce quiproquo pour les condamnés a quand même du sens. Il ne sort pas du tout de nulle part, puisque un manquement à une règle processuelle majeure peut porter atteinte peut constituer une faille en fait à la rectitude du raisonnement juridique qui va conduire à la condamnation. Donc le processuel n'est pas détaché de toute considération de fond. Et puis par ailleurs, cette idée qu'on est aussi un petit peu dans un contentieux d'innocence, alors qu'en théoriquement ce n'est pas le cas, elle est quand même nourrie par les organes du Conseil de l'Europe, puisque le comité des ministres en particulier invite les États membres de façon très appuyée à mettre en place la réouverture des procédures juridictionnelles dès lors qu'il y aurait un lien entre un manquement procédural et une sorte de doute, le doute sur l'issue du procès. Donc eux-mêmes font ce lien-là. Et donc, dans le texte majeur rendu par le comité des ministres, qui est la recommandation du 19 janvier 2000 aux États, qui invite donc à créer dans le droit interne des États la réouverture, dans ce texte-là, les critères posés par le comité des ministres font le lien vraiment avec ce doute. La phrase qui est notée est la suivante. Dès lors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour européenne que la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention ou que la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux, c'est le terme employé, est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. Donc là, on voit la porosité. Comment ? Ça, c'est la recommandation du 19 janvier 2000 fait par le comité des ministres aux États membres. Donc c'était là-dessus que je pense que
les instruments se sont après développés dans les droits internes en se basant sur ce texte. C'est vraiment le texte majeur au niveau européen pour inciter les États à créer la procédure. Et donc, on le retrouve dans certains droits. Au niveau législatif, c'est très proche de cette rédaction-là. Donc, on a une procédure en France qui, à mon avis, ne satisfait pas les condamnés. Elle ne satisfait pas tellement non plus les co-auteurs, à mon avis, tout simplement parce qu'il y a des incohérences quand la décision finale est modifiée. Il y a des incohérences, donc c'est l'affaire Mamère dont je vous ai parlé succinctement tout à l'heure, mais il y a aussi des incohérences avec, au niveau sentenciel avec les co-auteurs. Par exemple, dans les dossiers de trafic, quand il y a un individu qui, parce qu'il est allé à Strasbourg, puis devant la commission de réexamen, obtient une réduction significative de la peine à laquelle il a été condamné, on sait bien que dans un procès, quand on prononce une déclaration de culpabilité et une peine, on le fait aussi par rapport au rôle de chacun, et donc chacun a besoin de se situer les uns aux autres, et donc dans quelques cas, il y a eu des réductions importantes des peines prononcées. Donc je crois que c'est l'affaire Van Pelt, où les co-auteurs ont peut-être pas très bien accepté le fait qu'eux, ils restent condamnés à des peines bien plus lourdes. Donc c'était un trafic de stupéfiants. Voilà. Donc il peut y avoir des incohérences comme ça qui peuvent créer un certain ressentiment pour les autres condamnés. C'est important pour eux de voir ce que chacun a pu avoir. On voit bien, nous, magistrats, à quel point on fait attention de bien mettre chacun à sa bonne place et pour que la peine soit comprise. L'autre partie au procès qui peut être très déçue par cette procédure, c'est évidemment les parties civiles. Puisque quand on entend déjà, on entend le condamné dire qu'il est innocent, qu'il est satisfait d'avoir fait condamner, enfin c'est pas le terme, mais c'est le terme employé par les médias, la France par le juge européen, qui revient devant la commission de réexamen, et donc tout ça fait durer le procès, mais en cause évidemment le principe sacré, quasiment, de l'autorité de la chose jugée, le fait de restaurer la paix sociale, de voir mettre fin à un litige. Quand il revient et qu'il médiatise son affaire en expliquant qu'il est innocent et que d'ailleurs le procès va être ouvert, pour les victimes, ça peut être un tourment intolérable. Donc, elles aussi, parties civiles, ne sont pas forcément très satisfaites de cette procédure, d'autant que dans le texte actuel, elles n'ont pas le droit de citer. C'est une création jurisprudentielle de la commission de réexamen qui est tout à fait louable, qui a permis aux parties civiles non seulement d'être avisées de la date d'audience et de pouvoir formuler des observations directement en étant représentées. À mon avis, là-dessus, il faut faire quelque chose pour modifier cette situation. Donc, cette procédure a le mérite d'exister, elle est très utile, mais elle est très atypique par rapport à la procédure de révision et elle a un certain nombre de défauts qui ne permettent pas de trouver des acteurs qui soient parfaitement satisfaits. Donc, les propositions que je formule sont, par rapport à ce constat-là, une refondation des conditions déjà du réexamen. Je pense qu'il faut changer l'article 626.1 du Code de procédure pénale pour rapprocher l'écriture de cet article des critères européens. D'abord, parce qu'il s'agit d'une lex specialis et qu'il vaut mieux aller dans le sens d'une harmonisation en Europe. Et donc, plus on est proche du texte originel, donc qui est les critères posés par le comité des ministres dans sa recommandation du 19 janvier 2000, donc plus on se rapprochera de cela, plus il y aura un régime un peu commun en Europe. Et c'est tout à fait un bon signal à envoyer aux organes européens en étant plus respectueux des demandes qui sont faites à la France. D'autre part, il m'apparaît très utile d'apprécier les conséquences dommageables pour le condamné et le lien de causalité entre ces conséquences et la violation des dispositions conventionnelles. Et donc, en modifiant le texte, on redonnerait en fait un petit peu de jeu, enfin la parole à la commission de réexamen qui aurait davantage de points sur lesquels elle pourrait nuancer sa position, et idéalement la motiver, pour qu'elle abandonne cette conception quasi matérielle des choses, enfin du lien de causalité entre la violation et les conséquences dommageables, de sorte que on
ne soit pas dans une quasi-automaticité. En fait, mon idée, ce serait ouvrir beaucoup moins, mais ouvrir beaucoup mieux, quand il y a vraiment un enjeu pour le requérant. Soit parce qu'il y a des conséquences dommageables dramatiques, soit parce que la violation est absolument d'une gravité telle qu'il faut absolument rouvrir. Donc, je ne pense pas qu'on a la nécessité aujourd'hui d'avoir un instrument quasi automatique en France pour mettre en conformité notre droit. Je pense que les organes européens ne le souhaitent pas. Leur idée, c'est quand même de donner une marge d'appréciation aux États, et la commission de réexamen est tout à fait l'organe idoine pour pouvoir apprécier ces aspects-là, et pour éviter toute automaticité, pour qu'on ne fasse du réexamen que quand il y a un vrai enjeu pour le requérant. Enjeu parce que peut-être la décision va être modifiée à l'issue, et enjeu parce qu'il est soit en prison, soit avec une forte amende, ou on peut imaginer bien sûr d'autres possibilités, d'autres situations où il y aurait énormément d'enjeux. À mon avis, il faudrait aussi exclure les contraventions du champ de la réouverture. Alors, cette proposition peut être un petit peu mal comprise, puisqu'il n'y a pas de raison de diviser les choses. Enfin, la procédure de révision, elle le fait, puisqu'elle n'ouvre que pour les crimes et délits. Hein, mais on pourrait se dire, oui, il n'y a pas de raison d'être condamné, même pour une contravention, de façon inconventionnelle, et de ne pas pouvoir ouvrir. À part que ce qui est intolérable, c'est que la réouverture n'existe pas au civil et dans la matière administrative. Je pense que d'ailleurs, le sens de l'histoire, c'est une réouverture au civil, mais bon, ce n'est pas l'objet du tout des discussions ici. Mais imaginons un instant, ça c'est des cas réels, vous avez été condamné pour non-respect d'un feu de signalisation ou pour excès de vitesse à 1 000 francs. C'est le cas de certaines saisines de la commission de réexamen dans ces jeunes années. Vous avez la possibilité de saisir la commission de réexamen. Alors que vous êtes un papa qui avait été privé de la possibilité de pouvoir avoir la résidence de votre enfant par une décision d'un juge d'affaires familiales qui a été rendue de façon inconventionnelle. Là, par contre, vous ne pouvez rien faire. La France est un peu stigmatisée, mais il ne se passe rien derrière. Vous ne pouvez pas obtenir ce droit. Je trouve que c'est bien plus grave d'être privé de ses enfants ou pour un étranger de ne pas pouvoir se maintenir sur le territoire français que d'avoir une condamnation à 1 000 euros ou 1 000 francs pour un excès de vitesse, quand bien même elle sera inconventionnelle. Voilà, donc c'est juste dans cet équilibre-là que j'estime que tant qu'on n'a pas ouvert à la matière civile, autant limiter un petit peu les choses pour garder à l'esprit que le principe majeur, c'est quand même l'autorité de la chose jugée, la permanence des décisions de justice, et qu'il faut garder cela en tête pour réserver vraiment ce contentieux à ce qui est important. Et aussi, ce que j'imagine, c'est qu'à partir du moment où ça n'existe que dans la matière pénale, c'est que il a été imaginé, même si normalement il n'y a pas de hiérarchie dans les droits de l'homme, hein, mais il a été imaginé que ce qui était intolérable, c'était l'atteinte à la liberté. Or, on constate que les réexamens aujourd'hui sont tellement ouverts que même une dispense de peine peut faire l'objet. Je ne dis pas que ce n'était pas justifié, hein, parce que c'est très bien motivé par la Cour européenne des droits de l'homme. On comprend très bien pourquoi il y avait après un réexamen. La commission de réexamen, elle, n'a rien indiqué dans sa décision. Mais concernant les cas d'ouverture, je pense qu'il faudrait peut-être les resserrer pour que ce soit un contentieux plus utile et qu'il satisfasse davantage les différents parties au procès. Voilà, donc une modification du texte article 626-1. Donc si vous voulez, je vous le lirai, ce que je propose, mais c'est quand même un peu fastidieux, donc peut-être pas le faire tout de suite. Ensuite, oui. Poser des questions en vous demandant, bien évidemment, sur les propositions législatives que vous faites-nous parvenir vos écrits. On les regardera avec d'autant plus d'attention que si nous déposons une proposition de loi, bien évidemment, on ne les laissera pas de côté. Voilà ce que je peux vous dire. Je donne la parole à Georges Fenech. On a entendu tout à l'heure le président de cette commission de réexamen, monsieur Castel, qui nous a parlé
de textes un peu laconiques en ce qui concerne cette commission, notamment au niveau de la procédure. Donc, si j'ai bien compris, vous seriez pour qu'on légalise ce qui a été fait, notamment au niveau du contradictoire. C'est-à-dire, oui, pour la partie civile, j'entends. Hein. Vous seriez pour qu'on inscrive dans la loi, c'est pour ça que je légalise, qu'on inscrive dans la loi cette jurisprudence processuelle hein, de la commission de réexamen. C'est bien cela. Hein, vous seriez pour qu'on l'inscrive dans la loi, le contradictoire, etc. D'accord. Par contre, vous n'avez pas tout à l'heure, semble-t-il, émis votre opinion sur le fait que lorsque la cour de réexamen, la commission de réexamen décide de saisir à nouveau une juridiction, le premier jugement n'est pas cassé pour autant. Et le président de la commission nous disait que c'est d'une zone grise. C'est curieux comme temps, si vous voulez, dans lequel on a une décision qui est remise en cause, mais qui garde ses effets quand même, en attendant le nouvel. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut peut-être améliorer les choses, là? Vous n'avez pas fait de proposition là-dessus, hein? Si, à travers l'inscription au casier judiciaire. Je pense que là, il y a quelque chose aussi à faire dans la loi. Donc pour les parties civiles, effectivement, je pense qu'il faut leur donner vraiment le droit de citer. C'est très facile à modifier. L'article idoine, c'est l'article 626-3 du Code de procédure pénale. C'est celui-là qui leur permettrait d'être modifié, enfin d'exister. Il suffit de reprendre le modèle du recours en révision, c'est très bien fait. Ensuite, pour les condamnés, donc effectivement, il y a une zone grise sur le fait que la décision perdure. En même temps, on ne peut pas, dans l'intervalle, avant qu'il y ait réexamen, considérer qu'elle n'existe plus, puisque si quelqu'un est dangereux, il faut mieux qu'on ait toujours un mandat de dépôt. Donc, on ne peut pas les laisser... l'annuler avant qu'elle soit reprise. Donc, entre le moment où la commission de réexamen rend sa décision et le moment où le procès est rouvert, il faut qu'elle continue à exister, à produire des effets, à mon avis. Par contre, ce qui serait plus cohérent, c'est d'inscrire dans la loi la modification de la fiche au casier judiciaire. À mon avis, il faut ajouter un alinéa à l'article 626-4 du Code de procédure pénale pour dire qu'il y a une substitution en cas de condamnation de la fiche au casier, ce qui permettrait de clarifier un petit peu les choses dans l'ordonnancement juridique. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de définir dans la loi aussi la notion de conséquences dommageables? Alors, non. Je pense ce lien de causalité. Je pense que il faut mieux que ce soit les juges de la commission de réexamen qui ils sont tout à fait habilités à mesurer, parce qu'une conséquence dommageable, c'est pas forcément que de la prison, ça peut être aussi d'autres choses. Et je pense que c'est à eux de l'analyser, mais de manière concrète, hein, donc plus subjective et resserrée par rapport à ce qui est aujourd'hui quasiment de l'automaticité avec un lien juste matériel. Enfin, sur la composition de cette commission de révision, de réexamen, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve très bien. On pourrait d'ailleurs s'en inspirer pour la cour de révision. Tout à fait. Mais voilà, je pense qu'il n'y a absolument rien à redire sur la composition de la commission de réexamen. Les magistrats qui y sont, c'est bien équilibré, ils sont compétents, vraiment, c'est parfait. Pour compléter la question de Georges Fenech, on a plusieurs solutions. Bon, incontestablement, de tout ce qu'on entend depuis que notre commission fonctionne, chacun reconnaît que la composition de la commission de réexamen mérite intérêt. Les propositions que nous avons eues sont les suivantes. Madame Lazerge, d'abord, a estimé qu'il fallait doubler 2 magistrats de chaque chambre de la Cour de cassation avec une présidence par un magistrat de la chambre criminelle. Ce qui permettrait d'ailleurs en ce qui concerne la Cour de révision, cette fois-ci,
d'éviter que des magistrats aient eu à connaître, en cas de plusieurs recours pour faits nouveaux, du dossier dans une précédente composition. C'est ce qui semblerait, dans l'affaire de Perrois, qui soit passé. Enfin bon, il faut vérifier. Première chose, donc, doublée. Ça, c'est la proposition de Mme Lazerge. Deuxième possibilité, proposition de M. Bilger tout à l'heure, ouvrir éventuellement à des magistrats qui ne soient pas membres de la Cour de cassation. Troisième possibilité, puisque M. le Président de la Chambre de révision, de la Commission de révision, dit mais est-ce que ça serait un progrès que finalement il y ait simplement des magistrats à la Chambre criminelle? Il me dit ah non, ça ne serait pas un progrès. Donc, parce qu'il trouvait que ça. Et enfin, proposition qui nous a été faite par Maître Le Borgne, c'est la participation de jurés. Dans toutes ces modalités, est-ce que vous estimez que finalement, il n'y a pas besoin de changer? Et est-ce que vous estimez, en revanche, que la commission de révision pourrait rester telle qu'elle est en cadre de commission d'instruction, mais que la Cour de révision, elle, pourrait s'inspirer de la composition de la commission de réexamen? C'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez bien compris. Alors, je pense que la première proposition que vous avez émise est, à mon sens, la meilleure. Donc, faire présider par un magistrat de la Chambre criminelle. Mais les jurés, je pense que c'est absolument pas une bonne idée. La deuxième proposition, ouais, pour la commission de révision. Oui, c'était la question. Oui. Mais on n'est pas sur la commission de réexamen. La commission de réexamen, moi, je la trouve très bien telle qu'elle est. Voilà. La Cour de révision, il y aurait. Alors, je suis un peu mal à l'aise pour évoquer ce sujet-là, parce que je ne le connais pas assez, très concrètement. Moi, j'ai vraiment étudié la commission, le recours en réexamen. Toutefois, introduire des jurés, ça ne m'apparaît pas une bonne idée. Tout à l'heure, Maître Foussard, qui est avocat à la Cour de cassation, sur le regard porté par un magistrat de la Chambre civile est-il le même que le regard porté par un magistrat de la Chambre criminelle? Non, le regard, on le voit bien au quotidien. Nous, magistrats instructeurs, quand on a des périodes où la Chambre l'instruction est modifiée parce que c'est les vacations et qu'on a des magistrats qui sont civilistes, on voit bien que les décisions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, a fortiori, dans la plus haute instance, les magistrats ont tendance, même s'ils sont très polyvalents, à un petit peu se spécialiser selon des contentieux qu'ils aiment en particulier. Donc, le regard n'est pas le même. Donc, c'est intéressant qu'il y ait une mixité des regards sur les affaires. Voilà, je pense que le bon modèle, finalement, ce serait la commission de réexamen pour la calquer, en quelque sorte, voilà, pour la Cour de révision. Avec des magistrats, cette fois-ci, de la Chambre criminelle, dans le cadre de l'instruction. Même si ce filtre a montré qu'il était excessif, je pense qu'on est un peu d'accord. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a un consensus sur le fait qu'il y a quand même trop peu de cas par an. Je crois qu'on est sur entre 2 et 4 transmissions à la Chambre criminelle, statut en cours de révision. Qui nous a été faite, c'est que, conservons la commission de révision qui serait commission d'instruction de la Cour de révision, et que cette commission chargée d'étudier la recevabilité des requêtes n'aurait à donner une décision que formelle sur la recevabilité des requêtes. Par exemple, le président nous a cité tout à l'heure le cas de requêtes qui ont été faites par des gens qui s'appuyaient sur des décisions concernant des co-accusés et non pas eux. Chacun comprend que c'est irrecevable à partir de ce moment-là. Donc, la commission de révision n'aurait qu'un rôle pour regarder, mais pour qu'il n'y ait pas une contradiction de décision.
et qu'elle ne soit que chargée de l'instruction. Elle examinerait la recevabilité, et à partir du moment où elle examinerait la recevabilité, que la sphère serait déclarée recevable, qu'il y ait la possibilité de mesures d'instruction qui soient faites à la demande de la personne condamnée sans que pour autant la recevabilité au fond ait été déterminée. Ce que je veux dire, j'ai été très surpris dans toutes les décisions que j'ai pu lire, que l'on puisse opposer, par exemple, lorsque l'on dépose une expertise en matière de graphologie, c'est l'affaire Seznec, une expertise en matière de poison, qu'à partir de ce moment-là, puisque cette expertise n'a pas été ordonnée par la commission, on n'y accorde qu'une autorité extrêmement relative, même si elle est rendue par les plus grands spécialistes de l'affaire. Et qu'à partir de ce moment-là, on élimine la notion de fait nouveau au motif que la preuve supplémentaire apportée n'a pas été ordonnée, n'est pas à l'origine de la décision de la commission elle-même. Je suis clair là-dessus. Et donc, là, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à améliorer en la matière, puisque ça fait baisser la notion de doute. En gros, vous apportez une expertise, même par le plus grand graphologue, que ce soit dans l'affaire Dreyfus et toutes ces choses-là, estimant que ce n'est pas l'écriture de Dreyfus. Ah oui, mais si ça avait été ordonné par la Cour, un doute simple aurait suffi. Puisque c'est ordonné par le condamné, il faut que ça soit une démonstration absolue. Alors, comme on sait qu'il n'y a jamais de démonstration absolue, on rejette. C'est là c'est une de nos fortes interrogations, ça, sur la manière dont l'instruction est faite et sur la manière dont les éléments de preuve peuvent être apportés. On aimerait votre avis. Alors, sur le fait que la commission de révision analyse la recevabilité formelle, concrète, ça, c'est tout à fait utile, et qu'on puisse mener des mesures d'investigation décidées à ce stade, ce serait, à mon avis, une très très bonne idée. Très bonne idée. Un peu sur le modèle donc, du supplément d'information à ce stade. Ce serait formidable de pouvoir. On voit bien que les techniques, ne serait-ce que la police technique et scientifique, ça évolue à une allure. Nous-mêmes, on est tout le temps en formation pour pouvoir apprendre les nouvelles techniques utilisées. Donc, avoir une expertise, des expertises qui seraient ordonnées par la commission elle-même, ce serait très intéressant, parce que surtout la mission, je pense surtout à ça. Quand on ordonne une expertise, les questions qu'on pose à l'expert sont vraiment centrales. Et peut-être qu'on serait mieux renseigné, le magistrat serait mieux renseigné si c'était lui qui rédigeait la mission, plutôt que si c'était laissé à la libre appréciation du requérant, qui ne serait pas forcément, même si il est conseillé par son avocat, mais ce ne serait pas tout à fait les mêmes questions. On voit bien, quand on a un dossier d'instruction, que la mission qu'on formule, quand on la soumet aux parties, ils ont une vision un petit peu différente et de la formulation des questions et de ce qu'ils voudraient y voir. Et donc, ça permettrait d'avoir des éléments de doute, enfin des éléments nouveaux, qui seraient beaucoup plus pertinents par rapport à la nature du dossier. Et qui répondraient plus à des attentes très précises, puisque le droit pénal, l'application du droit pénal est souvent excessivement précis, rigoureux, et donc ce serait pour le moins intéressant. Cette proposition m'apparaît tout à fait pertinente. C'est en ce qui concerne l'enregistrement des débats. J'ai là les conclusions du rapport annuel de la Cour de cassation qui, année après année, dit ceci. Il convient de rappeler que l'article 308 du Code de procédure pénale, hélas trop souvent ignoré et peu utilisé, prévoit que le président de la Cour d'assises peut ordonner l'enregistrement sonore sous son contrôle des débats et que cet enregistrement peut être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande de révision. Or, c'est vraiment une destruction de preuves légales. À partir du moment où ce n'est même pas demandé, à partir du moment où ce n'est pas ordonné d'office, est-ce qu'il ne faut pas prévoir dans la loi que c'est une obligation
Donc on trouvera les moyens financiers ensuite, c'est un autre problème. Mais que c'est une obligation, car, faute de quoi, ce sont tous les éléments de preuve sur l'élément nouveau qui disparaissent. Donc je voudrais savoir si cette proposition va dans votre sens. Donc en fait, il s'agit de filmer les débats aux assises. D'accord. Alors, nous, juges d'instruction, on a l'habitude de l'enregistrement, puisque depuis l'affaire Doutreau, on filme nos interrogatoires criminels et puis même au-delà, dès qu'on sent que c'est nécessaire. Donc c'est quelque chose où on a recours de manière habituelle. Alors, il y a aussi énormément de problèmes techniques et on a donc un certain nombre de problèmes concrets. Et je pense que les cours d'assises, elles, seraient beaucoup mieux dotées que nous dans nos cabinets d'instruction, où très régulièrement on est en rupture de stock tout simplement de DVD inscriptibles, où il y a un bug sur la vidéo. Alors il y a toujours l'oubli possible de déclencher l'enregistrement, mais ça en général... c'est tellement un automatisme. Mais donc, je pense que c'est une très bonne idée et que c'est un peu le sens de notre procédure, c'est le sens de l'histoire de notre procédure de pouvoir enregistrer. Comme c'est l'enregistrement sonore, c'est pour ça que je vous demandais si c'est le film ou pas, c'est d'autant plus utile parce que dans nos cabinets d'instruction, on a une petite vidéo qui est sur le bureau avec un micro. Et donc, c'est très discret et l'écran, les gens ne se voient pas, donc ils ne sont pas perturbés par leur image. Mais dès qu'on a une confrontation avec beaucoup de gens, là, c'est plus possible. D'ailleurs, le texte le prévoit. On ne peut pas filmer tout le monde. Donc, le fait d'avoir le sonore, ce serait déjà très bien. Mais après, faudrait voir si... je pense que ça va être onéreux de pouvoir équiper donc les cours d'assises de micros, parce qu'il y a toujours énormément de bruit dans une salle d'audience. Hein, donc... il faudra, au niveau technique, il y aura des choses à faire, mais je pense que c'est une très bonne idée. Il y en a une par département. Non. À peu près. Il peut y en avoir plusieurs par département. Il y a une par département, oui, ça fait déjà une centaine. Le coût, il ne doit pas être si extraordinaire que ça. Je pense que déjà équiper les cabinets d'instruction, c'était déjà compliqué. L'instruction, il y en a beaucoup plus. Oui. Surtout, il y a plus d'affaires. Oui, tout à fait. Les affaires qui vont aux assises, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Session, donc 4 affaires de mœurs. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand je parlais des problèmes techniques pour équiper ces cours d'assises, c'est que pour nous, dans nos cabinets d'instruction, les gens sont devant, donc c'est facile. Je pense que ce sera un tout petit peu plus compliqué, mais c'est complètement faisable, à mon sens. Je sais que Madame Marchand a votre thèse, parce qu'elle était en train de l'étudier quand je suis allé la voir il y a quelques jours. Bon, mais en dehors de votre thèse, n'hésitez pas, de manière synthétique, à nous faire des propositions législatives. Voilà, sur tel dossier, voilà comment tel article pourrait être fait ou pas, pour qu'on puisse nous en inspirer éventuellement. Vous savez, il n'y a pas de droit d'auteur en la matière. Je tiens à vous remercier de votre amabilité.